Deuxième et dernière vidéo concernant les supports de stockage. Et dans cette vidéo, nous allons parler des SSD ou des Solid State Drive. Donc, ce support de stockage est une alternative au disque dur magnétique qu'on a vu dans la vidéo précédente, ou le disque dur mécanique. Et ici, donc cette alternative, c'est un disque, enfin, on utilise le terme de disque en référence au système précédent, mais finalement ce ne sont plus des disques, hein, ce sont des circuits purement électroniques. Donc il n'y a pas de pièce mécanique, il n'y a pas de truc circulaire, il n'y a pas de disque, il n'y a pas de moteur, il n'y a pas de tête de lecture-écriture. Du coup, comme il n'y a pas de pièce mécanique, ben, ce sont des dispositifs qui résistent mieux aux chocs, aux différentes vibrations. Alors c'est pas pour ça qu'il faut le balancer par la fenêtre, mais si vous le laissez tomber de, on va dire, 30 cm, le disque dur peut être pété, le SSD normalement devrait tenir le coup. Donc, comme il n'y a rien qui bouge à l'intérieur, c'est également une source de panne en moins. C'est pas pour ça que ça tombe pas en panne, mais ils sont en théorie plus résistants. Comme il n'y a rien qui bouge, il n'y a aussi normalement pas de nuisance sonore. Et toujours, parce qu'il n'y a rien de mécanique, ça c'est censé consommer moins. Alors je dis bien censé, ça dépend des modèles. Mais en théorie, ça consomme moins qu'un disque dur mécanique. Alors, le concept est simple, c'est une plaque électronique avec dessus de la mémoire flash. Mémoire flash, ce sont les puces que vous trouvez sur vos clés USB. Sauf qu'ici, en théorie, ce sont des puces quand même plus balèzes, plus rapides que ce que vous avez sur vos clés USB. Mais le concept est le même. Donc votre clé USB, quand elle n'est pas branchée à votre ordinateur, il n'y a pas de pile dans la clé, elle sauvegarde les données qu'il y a dessus. Vous ne perdez pas les données. Mais sur un SSD, c'est le même principe. Vous pouvez voir ça comme une grosse clé USB mais qui n'est pas une clé USB. Alors, l'interface de communication ainsi que le connecteur SATA, donc pour la norme grand public, est identique au disque dur. Ce qui veut donc dire que si vous avez une machine avec un disque dur classique, bah vous pouvez dégager votre disque dur et mettre un SSD à la place. Vous avez ici une illustration d'SSD. La seule chose, c'est que les disques durs classiques pour PC fixe, c'était 3,5 pouces. Dans le cas des SSD, c'est systématiquement du 2,5 pouces. Ce qui signifie que c'est le format PC portable. Que vous soyez sur un PC fixe ou PC portable, ce sera le même format dans le cas du SSD. Et que donc, normalement, vos performances du disque sont similaires du coup sur un PC portable ou un PC fixe. Ce qui est plutôt intéressant pour accélérer un PC portable. Voilà. Donc, vous aurez compris que, d'après ce que je viens de dire, un SSD est plus rapide, mais on va comprendre pourquoi juste après. Alors, il y a aussi d'autres formats que le format, comme vous voyez ici, le format SATA. Donc, ça, c'est le format SATA. Hop, 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 hop. Voilà, en 2 pouces et demi. Il y a aussi d'autres variantes. Il y a le format M2. Et il y a des SSD ici en format carte, en format carte d'extension. Mais ça, c'est, on va dire que c'est pas trop pour le peuple. Donc, mais ici, dans les PC portables ou les PC fixes, vous avez aussi ce format-là, on en reparlera plus tard. Et, grosse différence quand même par rapport à un disque dur classique, c'est que le prix du SSD au giga ou au Tera est plus élevé. C'est pour ça que aussi on n'est pas passé partout. Euh, on n'a pas remplacé les disques durs classiques par des SSD dans tous les ordinateurs. On avait vu dans la vidéo précédente les différentes caractéristiques techniques des disques durs mécaniques. Donc pour les SSD, c'est la même chose, à l'exception de toutes les caractéristiques qui avaient attrait à la partie mécanique des disques durs, comme la vitesse de rotation, ici il n'y en a pas, ou les temps de latence pour les déplacements des têtes de lecture, ici il n'y en a pas. Par contre, ce qu'on a ici, c'est le type de puce de mémoire utilisée, car il existe différents types de puces mémoire pour les SSD. Et actuellement, toutes les puces SSD sont normalement de la NAND flash, et il y a différentes catégories de puces. Et ça, c'est une caractéristique importante. Donc, il y a les puces type SLC, MLC, TLC et QLC. Alors, LC, ça vient de Level Cell. Et alors, la première, c'est pour Single Level Cell, Multi Level Cell, Triple Level Cell et Quadruple Level Cell. Qu'est-ce que ça désigne? C'est le nombre de bits de données qui sont stockables dans une seule cellule mémoire à l'intérieur de ces puces. On voit que dans SLC, par cellule, il y a un bit de données. MLC en théorie 2 bits, en fait l'astérisque c'est parce que c'est en théorie, je reviendrai dessus après. Triple level 3 bits par cellule et quadruple level 4 bits par cellule. Et donc,
l'avantage, enfin pas de l'un par rapport à l'autre, c'est que plus il y a de bits par cellule, ben, plus on peut mettre de gigaoctets de données par puce, donc plus la densité de données est élevée. Du coup, plus ça fait baisser les tarifs du disque dur à capacité égale. Voilà. Ça, c'est le gros avantage de mettre plus de bits par cellule. Par contre, bah, va avec ça, deux inconvénients. Les performances sont moins bonnes. Maintenant, au niveau des perfs, c'est, je vais dire, c'est pas le critère le plus important parce qu'elle reste correcte. Voilà. Mais le gros souci, c'est ceci, c'est que ces cellules, en fait, elles ont une durée de vie en nombre de cycles d'écriture. Voilà. Donc, si je prends le QLC, ici le dernier, ben, on voit que s'il y a une cellule mémoire, on va modifier ces données 1000 fois, ben, après la cellule meurt. Et donc, c'est de l'espace disque que vous perdez, que vous ne pouvez plus utiliser. Et vous voyez que, en fonction de la technologie, ben, cette durée de vie diminue petit à petit. Alors, je vais revenir maintenant sur le multi-level cell. Donc, quand vous voyez un multi-level cell, ça ne signifie pas littéralement cellule à 2 niveaux ou à 2 bits. Multi veut dire plus que 1. Du coup, certains fabricants profitent de la traduction littérale de multi, enfin de la définition du mot multi, et utilisent ça pour des puces de plus de 2 bits. Donc il y arrive qu'il y ait des puces TLC ou QLC qui se retrouvent dans la doc technique sous l'appellation MLC. Ben, c'est pas faux dans le sens où MLC veut dire multi-level cell. Donc il faut creuser un petit peu pour être certain, quand on veut acheter du vrai multi-level cell, pas se faire avoir, il faut creuser un petit peu. Dites-vous bien que quand le prix est trop beau pour être vrai, ben, c'est que c'est pas vrai. Voilà, ça c'est déjà une première chose. C'est déjà un premier indicateur, et donc voilà, il faut se méfier. Donc vérifiez bien dans la doc. Alors si rien n'est spécifié, hein, si le type de puce n'est pas spécifié, ben, c'est sûrement pas du MLC, c'est que c'est du TLC ou du QLC. Donc à l'heure actuelle, QLC, si c'est pour archiver des données, pourquoi pas. Maintenant, si c'est pour une utilisation avec votre système d'exploitation, vos logiciels, etc., il faut favoriser du MLC ou du TLC. Le LCC lui a plus ou moins disparu de la surface de la Terre. Donc à l'heure actuelle, vous avez le choix du MLC et TLC. Favorisez le MLC, mais il est plus cher. Voilà. Et le QLC, idéalement, si c'est juste pour stocker des données, ok, mais si c'est pour mettre votre système d'exploitation dessus, fouillez. Si on regarde un petit peu les composants qu'il y a dans un SSD, donc on enlève la coque métallique, on retrouve une petite plaquette électronique où on retrouve différents composants. On retrouve premièrement les connecteurs, mais ça on les voit même sans démonter. On voit ici les puces de mémoire flash, donc les fameuses puces SLC, TLC, MLC, QLC, elles sont là. On a une puce, un petit processeur qui gère au bon fonctionnement du disque, enfin du SSD. On appelle ça le contrôleur. Et alors, une puce qui n'est pas forcément là. Voilà, c'est la puce 4 ici. C'est une puce de mémoire RAM. Donc, vous voyez, le contrôleur, c'est comme un petit CPU. Ceci, c'est comme le petit CPU de l'SSD. Et ici, c'est sa petite puce de RAM. Et cette puce, elle est facultative. Donc, les SSD d'entrée de gamme en sont souvent dépourvus. Alors, c'est une super mauvaise idée. On y reviendra dessus après. Mais pourquoi est-ce qu'ils se permettent d'enlever cette puce? Parce qu'ils se disent, de toute façon, les puces de flash, donc voilà, les puces de stockage, elles ont des latences de l'ordre de 0,1 milliseconde, voire moins. Donc c'est des petites latences, donc ça va, on peut s'en passer de la RAM et utiliser directement cette puce à la fois pour stockage et à la fois comme RAM. Un peu comme quand dans le chapitre de la RAM, on a parlé de l'effet de swapping. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'avez pas assez de RAM? Sur ces SSD là, le petit CPU embarqué est systématiquement en situation de pas assez de RAM, car il utilise ces puces de stockage comme RAM. Sauf que une puce de RAM, les latences, c'est... Alors je vais rester sur la même unité. Tac, tac, tac. Voilà, millisecondes.
voyez que les latences d'une puce de RAM, c'est quand même vachement plus petit que les latences d'une puce de flash. Donc vous aurez compris que d'un point de vue perf, il y a des différences dans certains cas d'utilisation entre les deux. Mais aussi des différences qui se trouvent ailleurs que sur les performances, mais on en reparlera un petit peu plus tard. Alors contrairement à un disque dur classique, qui ne savait pas effacer les données, donc pour effacer une donnée, il fallait réécrire par-dessus, le SSD, lui, il sait l'effacer. Donc il sait vider les cellules mémoire, vider, qu'il n'y ait plus de données dedans. C'est quelque chose qu'il sait faire, mais c'est une opération qui n'est pas rapide, car donc déjà l'effacement n'est pas rapide, et en plus, il ne sait pas effacer une seule donnée, il doit effacer un bloc de données à la fois. Donc c'est par bloc de données que le SSD travaille. Et donc c'est une opération qui n'est pas faite souvent. Du coup, si dans la pratique vous effacez un fichier, le SSD il va faire comme un disque dur, il va dire ah le fichier là-bas il est plus utile, mais il ne va pas effacer les données physiquement. Et puis comme pour le disque dur, quand il y aura un moment, il pourra l'effacer. Mais contrairement au disque dur, ce ne sera pas en réécrivant des données par-dessus. Ici, ça sera en réagençant les blocs de données internes. Euh, il pourra effacer alors les fichiers qui ne sont plus utilisés. Voilà, donc ça rend l'effacement dans la pratique rapide, mais en un moment donné, les SSD, hop, il y a des petites phases de maintenance qui se mettent en route un petit peu à l'insu de l'utilisateur pour réagencer les données correctement. C'est comme ça que les SSD est fait pour effacer des données. Et par contre, contrairement à un HDD qui lui pour la modification c'est pas un problème, hein, le HDD lui réécrivait par-dessus les données pour les modifier. Lui le SSD sait pas faire ça, donc il sait pas les modifier comme ça. Il doit les effacer pour les réécrire et c'est une opération un peu compliquée qu'on va décortiquer au calque suivant. Donc un SSD ne sait pas modifier les données, voyons un petit peu comment ça se passe. Vous avez ici deux cellules mémoire, donc, enfin deux blocs de données. On a le bloc X et le bloc Y avec des données différentes, la donnée A, B, C et ainsi de suite. Imaginons qu'on veut modifier la donnée B et C. Ce qu'il va faire, le SSD, bah alors, données B et C, on voit qu'elles sont dans le bloc X. Donc le SSD va lire l'intégralité du bloc X et injecter ce bloc, les données lues, dans sa mémoire de travail. Donc c'est une mémoire cache qui est soit dans la puce de RAM présente sur le SSD, soit sur d'autres blocs de stockage du SSD s'il n'y a pas de puce de RAM. Enfin, ça, on en parlera après. Mais donc voilà, il lit tout et il fait une copie dans sa mémoire cache. Puis dans sa mémoire cache, il va appliquer la modification sur les données B et C. Puis il va effacer ce fameux bloc X, parce qu'il ne sait pas les modifier en direct, il doit effacer tout le bloc, et puis il va réécrire tout le bloc. Donc vous vouliez modifier que deux petites données, mais au final il a dû lire plein de données, effacer toutes ces données et les réécrire. Donc la modification, c'est super lent sur un SSD, sauf si vous vouliez modifier tout le bloc, là c'est le temps passé est du temps utile, mais si vous modifiez qu'une partie d'un bloc, quand vous modifiez toute une partie ou tout le bloc, le temps passé est le même. Donc c'est assez lent la modification, et si vous n'avez pas de puce de RAM dans votre SSD, c'est encore plus lent. Ça, c'est dans la théorie, c'est ce que vous avez ici. Comme c'est lent, ils ont mis en place des mécanismes qui permettent d'accélérer ça. Dans la pratique, pour modifier les données avec les SSD modernes, ça se passe autrement, donc pour gagner du temps. Voici un exemple d'état actuel des données au niveau du SSD. On va faire comme tantôt, on va vouloir modifier les données B et C. L'SSD, ce qu'il va faire, il ne sait pas modifier, mais il sait écrire, sans souci. Donc, il va écrire une nouvelle version de B et C ici à la fin du bloc, et dire que les B et C qui se trouvent là, c'est comme si on l'avait effacé. Donc en gros, il va dire j'efface les fichiers B et C, mais il ne les efface pas, il dit qu'ils sont plus valides. Et il écrit ici une nouvelle version de ces fichiers en fin de bloc. Et voilà, c'est fait. La modification est faite. Si à cet instant-ci vous voulez lire le fichier B, il ira bien lire celui-ci. Pas de problème. Et puis à un moment donné, quand le SSD aura du temps libre, il y a un processus de garbage collection qui va avoir lieu, qui va réagencer les données et qui va lire tout le bloc et le réécrire ailleurs en ne réécrivant pas les données qui n'étaient plus valides pour récupérer de l'espace disque. Donc voilà un petit peu comment un SSD fonctionne pour les modifications de données.
un des rôles du contrôleur, la petite puce qu'il y a sur le disque, et de la commande trim, c'est une commande logicielle gérée par le système d'exploitation, c'est d'assurer un truc qu'on appelle le wear leveling. Donc comme on l'avait vu précédemment, les cellules SUSE ont un cycle, un cycle limité de nombre d'écritures. Et donc l'idée c'est d'essayer d'user toutes les cellules du SSD un petit peu au même rythme. Et donc de ne pas toujours aller modifier les mêmes cellules. Dans le cas précédent, on a vu qu'est-ce qui se passe quand on modifie une donnée. Et bien, il déplaçait les écritures sur une autre cellule. Et donc ça aussi, ça intervient, essayer de ne pas toujours user les mêmes blocs de mémoire. Et ce qu'il y a, c'est qu'avec un SSD qui n'a pas de mémoire RAM, ben, ce sont directement les cellules mémoire des puces de flash qui vont servir de mémoire vive, donc de mémoire cache. Du coup, mais ce qu'il y a, c'est que sur un disque dur, par exemple, un SSD par exemple QLC, elles seront utilisées pas en mode QLC, mais en mode SLC, dans le cas où on utilise les zones de stockage comme mémoire cache. Donc, rappelez-vous, le mode de fonctionnement SLC use moins les puces que le mode de fonctionnement QLC. Et donc, on va utiliser l'espace libre comme mémoire RAM, finalement, pour le contrôleur, ce qui fait qu'on va user légèrement ces puces de stockage. Donc, voilà, un SSD qui n'a pas de puce mémoire, il est plus lent parce qu'il n'a pas la puce, et en plus, il use légèrement les cellules, encore plus qu'un SSD qui aurait une puce de RAM. Donc c'est une des raisons pourquoi il faut vraiment favoriser des SSD qui ont une puce de RAM embarquée, et les autres, voilà, c'est pas un bon achat, quoi. En plus, comme vous avez vu que les données sont déplacées d'un endroit à l'autre non-stop, c'est important que vous ne remplissiez pas complètement votre disque SSD. Pour le bon fonctionnement du wear leveling et différentes raisons, idéalement un SSD c'est bien de garder quand même une zone libre pour le stockage, surtout si vous n'avez pas de puce RAM. Alors là c'est obligatoire, hein. Si vous n'avez pas de puce de RAM sur les SSD, il faut garder, je sais pas moi, 20% plus ou moins d'espace libre, sinon c'est une catastrophe, quoi. Donc voilà, ça c'est quelque chose qu'on oublie. Et d'un point de vue durée de vie, souvent dans la doc, c'est un truc, ça a quelques années qu'ils font ça. On peut retrouver l'information suivante, c'est le TBW pour Terabyte Written. Donc combien de teraoctets un disque SSD peut écrire avant d'être considéré comme qui devient défectueux, quoi, considéré comme usé. Donc ça c'est quelque chose à regarder. Maintenant, dans la pratique, faut pas avoir peur. Moi dans une de mes machines, j'ai un disque dur en TLC, donc 3 bits par cellule, de bonne qualité avec une puce de RAM. Et j'ai un petit peu regardé combien de données sont écrites sur une journée d'utilisation intensive. Et j'avais multiplié ça par combien de jours en tout je pouvais travailler en travaillant 5 jours semaine et ainsi de suite. Et normalement, je tiens 29 ans avec mon SSD. Voilà. Donc, sur du TLC. Hein, donc, rappelez-vous, le MLC, c'est encore meilleur. Donc voilà, faut pas avoir peur normalement sur l'utilisation conventionnelle grand public d'un disque dur, du TLC, enfin d'un SSD, du TLC, ça convient très bien. Voilà. Par contre, si c'est pour des serveurs de données, là, c'est pas, enfin des serveurs de base de données, là, on peut oublier. Mais pour une utilisation classique, ça suffit. En début de vidéo, on a vu qu'il y avait plusieurs formats de SSD. Donc le format standard, les formats SATA, c'est les SSD 2 pouces et demi, mais également des SSD sous forme de carte d'extension, comme vous le voyez ici. Mais ça, c'est plus pour faire vraiment des très hautes performances dans des serveurs, donc c'est pas trop lié pour une utilisation conventionnelle. Il y avait assez bien de SSD au format micro SATA pour les PC portables, mais ça tend à disparaître au profit des cartes d'extension, enfin des cartes au format M2 qui sont présentes à la fois en PC fixe ou en PC portable. Il faut savoir que les cartes M2, ça ne désigne pas forcément des SSD, ça peut désigner des cartes Wi-Fi, des cartes USB, enfin plein d'autres cartes, mais également les SSD SATA ou SSD NVMe. Alors ici, on a l'impression que j'inverse tout, mais donc est-ce qu'on désigne un SSD SATA, on désigne le SSD qui se branche avec des câbles comme un disque dur. Ce qu'il y a, c'est que le SATA, c'est également le nom d'un protocole de communication, comme on l'a vu dans la vidéo précédente.
Et les SSD en format M2, ben, il y en a deux types. Il y a des SSD au format M2, donc ça c'est le format physique, qui électroniquement sont du type SATA, donc c'est le protocole SATA avec max donc 600 mégaoctets par seconde de débit, voilà, ou le protocole de communication NVMe qui lui en fonction des versions peut monter jusqu'à 8 gigaoctets par seconde, voilà, actuellement. Donc c'est pas parce que vous avez un SSD au format M2 qui sera compatible avec votre ordinateur, vous devez également voir quel est le protocole de communication utilisé sur votre connecteur M2. Ce qui peut, ce qui a déjà prêté à confusion pas mal de personnes, et il y a déjà pas mal de personnes qui se sont trouvées à recommander des SSD NVMe, mais le système n'était pas compatible, était compatible SATA, du coup il n'y a rien qui fonctionne. Donc il faut faire gaffe à ça, il y a à la fois le format et à la fois le protocole de communication. Alors il existe aussi des SSD au format U2, mais bon je vais passer parce que c'est un truc très anecdotique. Donc à l'heure actuelle, vous avez soit le format SATA à la fois physique et protocole, soit le format M2 avec protocole SATA ou NVMe. Voici un petit tableau comparatif donc SSD versus HDD et on va commencer avec ici la partie du haut qui sont les performances et je vais sauter le premier point pour arriver ici sur la vitesse de lecture-écriture, donc les débits. Et donc vous voyez qu'avec un disque SATA, les débits c'est de l'ordre de 500 mégaoctets par seconde, avec un SSD NVMe c'est de l'ordre de plusieurs gigaoctets par seconde. Donc les SSD SATA ou NVMe, il y a un facteur 10 de débit entre les deux. Et les disques durs mécaniques, vous voyez, c'est à peine 2 fois plus lent qu'un SSD SATA, mais il ne faut pas oublier ici que le débit est variable. Ok, donc imaginons que vous devez transférer 500 mégaoctets, donc là ça vous prend 2 secondes, là ça vous prend 1 seconde. Ok. Sauf que si ces 500 mégaoctets sont répartis sur 1000 fichiers, comme on avait vu dans la vidéo précédente avec les disques durs, les latences interviennent. Et donc on voit que dans le cas d'un disque dur, on avait vu que c'était de l'ordre de 10 millisecondes les latences. Donc 1000 fois 10 milli, ça fait 10 secondes d'attente pour vos latences. Ce qui fait du coup en tout 12 secondes pour transférer votre fichier. Et dans le cas du SSD, on voit que les latences sont beaucoup plus basses. Donc si on a 1000 fichiers, ça fera 1000 fois la latence de 0,1 milli. Donc ça fera 0,1 seconde. Ce qui en tout fera pour notre même transfert que pour l'HDD 1,1 seconde d'attente vis-à-vis de 12 secondes avec un disque dur. Et finalement, où était le plus gros gain? Le plus gros gain d'attente n'est pas sur les débits comme vous pouvez le voir ici, hein. On a gagné 1 seconde, c'est carrément les presque 10 secondes qu'on a gagné sur les latences. Donc ce qui rend un SSD beaucoup plus confortable à l'utilisation qu'un HDD, ce ne sont pas les débits améliorés, mais ce sont clairement ces fameux temps d'accès sous la milliseconde qui rendent le système beaucoup plus réactif. Alors il y a ensuite d'autres petits critères, mais ça je vous laisserai décortiquer ça vite fait. Donc pas de fragmentation avec les SSD font pas de bruit, sont moins vulnérables aux chocs, aux vibrations du disque dur. Par contre, la capacité de stockage s'use, les SSD sont plus légers, et faisons un petit stop sur la durée de vie. Donc dans le cas des puces MLC, une très bonne durée de vie avec les puces MLC au niveau des SSD. Pour le grand public, le TLC convient. Et vous avez ici deux petits l'AFR. L'AFR, c'est le nombre de SSD ou d'HDD qui tombent en panne durant leur première année d'utilisation, en moyenne 1%. Donc c'est assez équivalent. L'MTBF qui était aussi équivalent entre les deux. Donc MTBF, c'est Mean Time Before Failure. En fait, souvent on croit que c'est le nombre d'heures avant qu'il y ait une panne en moyenne. C'est pas tout à fait ça. C'est une probabilité inversée. Donc c'est parce que des probabilités exprimant 0,000 ça parle pas aux gens. Donc ici ils ont inversé le truc et plus la valeur est élevée, plus la probabilité de tomber en panne est faible. C'est juste ça que ça veut dire l'MTBF. Donc si vous avez un système avec 1 500 000 heures d'MTBF, c'est la probabilité est plus élevée. Enfin, la probabilité est plus faible de tomber en panne que sur un cas 500 000 heures d'MTBF. Enfin bref, la fiabilité est assez similaire entre les deux. Donc ça c'est dans la théorie, dans la pratique, je dirais quand même que les SSD sont un petit peu plus fiables.
Alors quelque chose de complètement ignoré du plus grand nombre, c'est le temps de rétention. Sachez que sur un disque dur classique, vous mettez des données dessus, puis vous mettez dans votre armoire et vous ne le branchez plus jamais. Votre disque dur va conserver les données au moins 5 ans. Après 5 ans, il est possible que ci et là, il y ait quelques petites zones qui se démagnétisent. Donc il est conseillé de réécrire tout le disque tous les 5 ans sur un disque dur classique. Sur les SSD, c'est plus variable, c'est entre 1 et 10 ans. Donc les SSD, en fonction des modèles, a une durée de rétention des données moins bonne, quoi. Donc là, c'est de nouveau, c'est si on le met, si on ne réécrit pas les données, quoi. Donc, sachez-le. Donc pour de l'archivage, c'est mieux un HDD qu'un SSD. Rapport coût-capacité, c'est clairement à l'avantage de l'HDD. Donc il coûte 10 fois moins cher. Capacité de stockage, on commence à s'approcher des limites des HDD. Donc on commence à avoir des SDD de grosse taille. Donc ça, la différence commence à diminuer, mais c'est pas au même tarif. Et le SSD consomme moins. Donc, pour un portable, ça peut être intéressant pour l'autonomie. Donc, si vous avez encore un portable qui est potable, mais que le disque dur, c'est toujours un disque dur classique, dégagez-le. Acheter un SSD, ça coûte pas une fortune. Vous y gagnerez grandement en confort d'utilisation grâce au perf et peut-être éventuellement un petit peu en consommation, mais ça, c'est léger. Voilà, donc les HDD, encore à favoriser quand c'est de l'archivage, ou pour certains, donc typiquement par exemple dans un NAS, car ça coûte aussi moins cher au Tera, ou dans certaines utilisations bien spécifiques. Et dans tous les autres cas, le SSD, c'est quand même un gain en perf. Vraiment pas négligeable. Ah, Natsuni, qu'est-ce qu'elle nous veut? Ça faisait longtemps. Alors pourquoi se prendre la tête? Quoi? Se prendre la tête avec quoi? Ah, autant acheter un SSHD. Ok. Donc, effectivement, donc les SSHD, pour rappel, c'est un disque hybride. C'est un HDD qui contient un petit SSD à l'intérieur. Ça peut paraître une bonne idée. Ce qu'il y a, c'est que dans la pratique, les produits qu'il y a sur le marché en SSHD, ils sont pas terribles, quoi. Typiquement, quand vous prenez un SSHD, vous prenez un mauvais disque dur auquel vous ajoutez un mauvais SSD et vous faites un seul produit comme ça. Alors, au début, quand c'est nouveau, quand il est vierge de données, ça va un peu plus vite qu'un HDD. C'est pas mal, ça va bien. Puis après une semaine, c'est la catastrophe. Bah ouais, vous avez pris un mauvais HDD avec un mauvais SSD. Et le petit SSD, c'est quelques gigas. Donc une fois que ce petit SSD est rempli, parce que vous avez commencé à l'utiliser, ça devient la catastrophe, quoi. Donc vous avez vraiment tous les inconvénients des deux systèmes réunis en un seul appareil, sans aucun avantage, à part dans les 3 premiers jours d'utilisation. Donc, oubliez ça, fouillez ça, faut même pas en entendre parler. Tant qu'on a parlé des supports de stockage, un petit détour par les systèmes RAID. Donc, normalement, on en avait parlé l'année dernière dans le cours de Bac 1. Mais bon, un petit rappel, ça fait pas de mal. Donc, qu'est-ce que le RAID? C'est assembler plusieurs disques physiques, que ce soit SSD ou HDD, peu importe, pour constituer un seul disque logique. Donc, on prend plusieurs disques physiquement, mais vis-à-vis du système d'exploitation, lui, il voit qu'un seul disque. C'est ça l'idée. Alors, il y a différents niveaux de RAID, donc ça sert à faire différentes choses. Alors, vite fait, prenons un exemple. Donc, vous pouvez faire ça par exemple. Vous avez 2 disques et faire un RAID 0, donc ça permet de doubler les perfs. Donc, l'idée, c'est qu'un fichier sera systématiquement divisé en deux. Il y a une moitié qui ira là et l'autre moitié qui ira là. Du coup, pour écrire ou lire les données, ça ira 2 fois plus vite, parce que les accès au disque se feront en simultané. C'est ça l'idée. Par contre, si vous perdez un disque, vous perdez tout. Vous perdez toutes vos données. Alors pour éviter ça, il y a le système de RAID 1 qui est quand même une sécurité dans le sens où quand vous avez une donnée qui est écrite sur un disque, elle est écrite également sur l'autre disque en même temps. L'avantage que ça a, c'est que si vous perdez un disque qui tombe en panne, vous pouvez continuer à travailler tranquille. L'autre disque a toujours les données et la copie des données, vous pouvez continuer à travailler. Ça, quand on fait un travail plus ou moins critique, quand on veut rester productif, peu importe, enfin, quoi qu'il arrive, c'est quand même pas mal. Donc pour les stations de travail en RAID 1, c'est quand même assez conseillé.
ou même pour les serveurs, mais pour ça il y a d'autres RAID aussi. Donc c'est quelque chose qui est quand même pratique. Par contre, bah oui, si vous avez un disque d'1 Tera, si vous avez deux disques d'1 Tera, bah vous pourrez stocker finalement qu'un seul Tera de données vu que les données sont dupliquées. Alors, vous avez sur certains systèmes également un petit gain en lecture, parce que quand vous lisez une donnée, le système peut lire une moitié de données là, une moitié de données là, et un petit gain de vitesse. Par contre, en écriture, pas. Sinon, en serveur, souvent ce qu'on rencontre, c'est par exemple du RAID 5. Donc l'idée, c'est, bah, comme le RAID 1, bah, on devait acheter 2 Tera pour utiliser qu'un seul Tera finalement. Ils se sont dit, il y a moyen de faire mieux. Et là, dans le RAID 5, c'est un exemple de RAID 5 avec 4 disques. Donc votre fichier, quand vous l'écrivez, est décomposé en 3 parties, ici, là et là, dans l'exemple. Et le quatrième bloc, ce sont des données calculées, qui fait que si jamais il y en a un qui disparaît, imaginons celui-ci disparaît, bah, sur base des données ici, celui-là et celui-là, on peut recalculer ce qui a disparu. Et donc on s'est retrouvé à 2. C'est ça l'idée. Donc dans ce cas-ci, si vous avez 4 disques d'1 Tera, bah, vous avez stocké 3 Tera de données. Donc c'est plus rentable que le RAID 1. Par contre, bah, il y a du calcul à effectuer et en cas de perte d'un disque, bah, le système n'est plus très opérationnel, les performances sont fortement dégradées parce que vos données ne sont plus là, il faut les recalculer à chaque fois. Contrairement au RAID 1 où vos données sont encore là intactes sur le deuxième disque. Enfin voilà, c'est quelque chose qui est plus utilisé en serveur. Et alors pour terminer, il y a un exemple avec le RAID 10 ici. Donc là, ben, vous avez le RAID 0 où les données sont divisées en deux. Donc le fragment 1 qui va là et le deuxième fragment qui va là. Et puis sur ces fragments, on duplique les fragments sur un RAID 1. Ce qui fait que si on perd un disque, ben, on a toujours les données qui sont d'un côté. On peut même perdre jusqu'à 2 disques à condition que la configuration soit bonne. C'est pas un problème. Donc du moment qu'on perd un disque sur chaque grappe, c'est OK. Donc on reste productif. Alors le RAID 0 ici au-dessus, ben, ça permet d'accélérer les lectures et écritures. Et le RAID 1 permet d'améliorer la sécurité de données. Donc ça c'est aussi quelque chose qui peut s'utiliser. Ça c'est qu'on a assez bien de sous-sous. C'est assez efficace. Mais voilà, il faut 4 disques. Alors avec les SSD, c'est moins... Faire des RAID 0 et des choses comme ça, c'est moins utile. Car le gain, comme on l'a vu avec les SSD, c'était sur les latences que ça se faisait. Par contre, faire des RAID 1 pour éviter de perdre les données, ça peut être quand même une sécurité intéressante. Pour faire du RAID, bah, il faut que l'ordinateur le permette. Alors il y a des portables hein, sur lesquels on sait faire du RAID, mais là on est dans les portables haut de gamme. Sinon, avec les ordinateurs conventionnels, dès qu'on est dans le moyen de gamme, normalement les systèmes permettent de le faire. Alors déjà, il faut pouvoir mettre 2 disques durs, donc c'est déjà une première chose, ou 2 SSD. Et on distingue 3 familles de RAID, en dehors des configurations de RAID comme on vient de le voir. Le RAID logiciel, c'est on installe un soft sous son système d'exploitation, et c'est le logiciel donc qui va gérer le RAID. Donc c'est votre CPU qui, par l'intermédiaire d'un logiciel, va effectuer tous les calculs pour gérer les disques durs en mode RAID. Donc ça, typiquement, ça ne nécessite aucun matériel spécifique. Vous pouvez faire ça sur n'importe quelle machine à partir du moment où vous avez 2 disques. Il y a le RAID pseudo-matériel. Donc l'idée c'est que vous avez ici, donc en vert c'est la carte mère avec le CPU dessus. Et la carte mère a une fonctionnalité RAID. Car c'est sur les disques, sur la carte mère que sont branchés les disques. Et c'est pseudo-matériel en dessous. Votre Windows ou votre Linux, il ne voit normalement qu'un seul disque. Il y a un petit logiciel dedans qui est nécessaire pour que ça marche. Et donc une partie des calculs sont déchargés sur la carte mère et une partie des calculs sur le CPU pour gérer le RAID. Ça c'est le pseudo-matériel. Les stations de travail ou PC, c'est comme ça que le RAID est fait généralement. Le premier ici c'est plus de la bidouille. Ça, c'est un petit peu plus professionnel. Et puis on arrive ensuite sur le RAID matériel qui lui, dans ce cas-là, bah, il y a une carte contrôleur ajoutée dans l'ordinateur qui est dédiée à la gestion du RAID.
il n'y a même plus de logiciel dans le système d'exploitation nécessaire à ça. C'est vraiment quelque chose de transparent. Et même tous les calculs dédiés au RAID peuvent se faire par cette carte en fonction des modèles, en fonction de la qualité de la carte et ce qui décharge le CPU de ces calculs-là. Donc ça, typiquement, c'est pour les serveurs, hein. Donc tout ce qui est serveur, c'est plus ce type-là. Station de travail, c'est ça. Et la bidouille qu'on a ni l'un ni l'autre, c'est ça. Voilà, ce qui clôture donc cette vidéo et qui clôture par la même occasion le chapitre dédié au stockage de données.